bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage mes lectures du mois de novembre, donc elles sont au nombre de 4. Si on compte une série BD en une, donc il y a 3 tomes, mais je la compte en une. Il s'agit donc du premier tome de la série Varia, donc qui s'appelle La Flamme Vive, écrite par Céline Wilhelm. En auto-édité. Ensuite, j'ai lu la série BD La Boîte à musique de JG et Carbone aux éditions Dupuis. Je ne l'ai pas ici physiquement, mais je vous mettrai une petite image ici. Je me suis ensuite plongée dans Le Da Vinci Code de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Et j'ai merveilleusement clos ce mois avec Dites-moi des choses tendres de Cécile Enroll aux éditions Erol. On commence avec ma première lecture du mois, donc que vous avez sûrement vu dans mon vlog d'il y a 2 semaines. Je vous mettrai de toute façon le petit i, je sais pas où s'il est de ce côté-là ou de ce côté-là, enfin peu importe, il est en haut. Donc dans cette histoire, on rencontre Iliana, cette jeune princesse qui a pour dame de compagnie une certaine Calier et qui voit arriver dans sa vie un jeune homme qui s'appelle Thomas. Calier et Thomas vont lui faire comprendre qu'elle n'est plus en sécurité dans le château dans lequel elle se trouve et qu'il faut absolument qu'elle fuit l'endroit où elle est. On va voir alors une série d'aventures à eux trois pour sauver la peau de la princesse et indirectement le royaume. Déjà, je tiens à remercier chaleureusement l'auteur, donc Céline Wilhelm, que j'avais croisée à la Médiévale de Bouillon. Parce que c'est elle qui m'a donné ce livre là pour que je puisse vous le chroniquer par après. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. Donc on est clairement dans quelque chose de fantasy. On a un monde avec des lois différentes, des fonctionnements différents, etc. Mais on s'y habitue vite. Et quand bien même ce serait vraiment quelque chose de totalement contraire à notre monde à nous, on comprend assez facilement comment ça fonctionne parce qu'on a toujours des petites notes en bas de page qui nous expliquent comment le monde est régi. On retrouve aussi un petit côté romance avec Iliana et Thomas, romance que j'ai vraiment adoré d'ailleurs. Et je trouve assez sympathique le mélange de genres comme ça parce que celui qui n'aime pas tellement la fantaisie peut se reposer sur le côté romance de temps en temps et inversement, donc je trouve ça assez dynamique. Un peu trop d'intrigues politiques et militaires à mon goût, maintenant je peux pas tellement dire que c'est un point négatif parce que quand on regarde des séries comme Reign ou Outlander par exemple, bon là on est dans l'historique mais c'est un petit peu le même débat, il y a quand même des choses qui se réfèrent à ces deux sujets-là qui alourdissent un peu le truc mais en même temps ça donne du réalisme. Donc c'est un point négatif mais sans en être. Entre parenthèses, si tu connais pas Outlander ou Reign, il faut absolument que tu ailles les voir parce que c'est de la pure merveille en boîte. Après cette découverte, j'ai décidé d'aller vers quelque chose de plus visuel mais avec tout autant de magie. Il s'agit de La Boîte à musique. Dans cette BD, on retrouve Nola, une petite fille de 8 ans qui se voit offrir pour son anniversaire une boîte à musique mais un petit peu forme boule à neige. Qui appartenait à sa mère qui est malheureusement décédée quelques années plus tôt. C'était sans compter sur le fait que cet objet abrite un monde qui s'appelle Pandorian et que Nola va être rappelée par les gens de ce monde. Alors je suis très difficile en BD, il faut absolument que le dessin me plaise. Et là quand je l'ai vu en boutique, c'était vraiment un coup de cœur parce que le côté aquarelle comme ça m'a vraiment sauté aux yeux. Alors au-delà des dessins, j'ai adoré rencontrer la petite Nola parce que c'est un personnage qui apporte vraiment du dynamisme, du peps à l'histoire. Elle est toujours très drôle, très attachante, elle fait des grands gestes quand elle parle, elle a beaucoup d'émotions quand elle explique les choses. Et puis le monde dans lequel elle évolue est vraiment très très bien décrit, que ce soit par tome ou alors quand on regarde la série au complet. Et quand on lit toute la série, donc qui compte 3 tomes, on a vraiment cette impression d'avoir la carte d'identité avec chaque thème par tome. Donc quand on lit le tome 1, on a vraiment cette impression comme quand on lit le premier tome d'Harry Potter finalement, c'est la découverte biologique au niveau de la faune et la flore qui n'est pas tellement la même que chez nous. Dans le deuxième, on va plus se concentrer sur la politique, donc comment est-ce que le monde est régi, le fait que c'est une monarchie, combien de temps les rois et reines restent sur le trône, quels sont les personnages qui entourent le roi, etc. Et dans le troisième tome, on va avoir un point de vue plus historique, donc on va vraiment aller jusqu'à la naissance du monde et nous expliquer comment Pandorian en est arrivé là. Et tout ça est imbriqué dans une sorte de légèreté qui fait en sorte que la BD amène des thèmes parfois lourds, parfois durs, qui amènent à de belles réflexions par après, mais sans que ce soit vraiment pesant, ennuyant. Ça reste quand même drôle, ça reste quand même dynamique, donc c'est vraiment une BD que je recommanderais. La plupart du temps en boutique, on la recommande pour des enfants à partir de 9-10 ans. Et je crois vraiment que c'est l'âge idéal parce qu'il y a vraiment tout un tas de trucs qu'on aborde qui sont vraiment super. J'ai continué mon mois de novembre avec une lecture que je vous ai chroniquée sur le blog d'ailleurs cette semaine, je pense, donc le mardi qui précède le vendredi où je vais poster cette vidéo. Il s'agit du Da Vinci Code Dan Brown, ici aux éditions Livre de Poche. Je résume pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire, donc on suit Robert Langdon, un symbologue, je crois que ça se dit comme ça, enfin les gens qui étudient les symboles.
qui va découvrir que Jacques Saunier, le conservateur du Louvre, est décédé d'une manière assez rocambolesque, puisqu'il est retrouvé dans la même position que l'homme de Vitruve, donc de Léonard de Vinci. Il va aussi découvrir qu'à côté du corps retrouvé, il y a une énigme qui était destinée à la petite fille du conservateur, donc Sophie Neveu, avec qui il va partir à la recherche du Graal. Et par diverses énigmes, il va comprendre que le calice n'est pas forcément ce qu'il croit. J'avais déjà vu le film avant, alors on va me dire oui, mais Shame on you, tu regardes les films avant. Alors normalement non, hein. Mais là je l'avais regardé en famille et je dois avouer que ça m'a pas forcément dérangé de lire le livre après. J'ai juste simplement aimé découvrir l'œuvre originale, en fait, comme si j'avais regardé un Disney et puis que je lisais le conte original par après. Au-delà de ça, j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré toutes ces énigmes résolues petit à petit et puis qu'on résout après parce qu'en fait on avait oublié un détail qui avait un double sens. J'ai adoré retrouver Langdon et Sophie Neveu parce que leur complicité est vraiment super belle à voir. Je l'avais déjà bien aimé dans le film, mais alors dans le livre c'est encore plus flagrant parce qu'on a vraiment toute la psychologie des personnages. Il y a le thème aussi, le fait d'avoir des informations sur les Templiers, sur le Graal, sur le prieuré de Sion que je ne connaissais pas, sur le personnage de Marie-Madeleine aussi. Donc il y a certaines libertés qui ont été prises de manière historique, je vais dire, mais au-delà de ça, le fait d'avoir ce côté théorique, on essaye de retrouver, on a essayé de nous cacher ça, mais en fait c'était ça qui s'était passé. Enfin bon, ça c'était vraiment super. Puis je veux dire, même si c'est pas les vrais détails que Dan Brown a utilisés, moi je trouve que c'est quand même génial au niveau de la fiction historique de réutiliser des détails qui ne sont pas forcément vrais parce que ça pousse le lecteur qui est vraiment passionné par ce qu'il est en train de lire, de faire des recherches après et d'en savoir un petit peu plus sur le thème qu'il vient de découvrir. Et il y a une dernière chose que j'ai vraiment appréciée dans le livre et pour lequel on va pas forcément vers lui au début, c'est tout cet amour pour le féminin sacré. Donc on parle de Marie-Madeleine, du fait que les femmes ont été persécutées pendant le Moyen-Âge, traitées de sorcières, etc. Et ce côté-là du livre, je pense, est vraiment à redécouvrir maintenant parce qu'il est bourré de détails qui sont vraiment fabuleux. Et enfin, j'ai terminé le mois de novembre avec la petite cerise sur le gâteau, mais vraiment, je n'ai jamais eu un tel amour pour un livre. C'est Dites-moi des choses tendres de Cécile Roll aux éditions Erol. Dans ce livre qui est totalement différent des trois autres, j'ai envie de dire, on retrouve l'histoire de l'amour, tout simplement. Mais pas de l'amour fleur bleue comme on a dans certaines romans, c'est vraiment l'amour sous toutes les facettes. Donc on a le deuil d'une relation, on a la rupture, on a le divorce, on a l'adultère, on a la tendresse par rapport à l'amour de personnes âgées qui sont mariées depuis longtemps, on a des violences conjugales, on a un petit garçon de 9 ans qui tombe amoureux pour la première fois. Donc on a vraiment pas mal de choses par rapport à l'amour. C'est vraiment un gros panel de tout ce que l'amour peut nous apporter finalement, de bien ou de mal. Donc on rencontre une famille, donc on a des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents, des petits-enfants, tout ça. Et avec ce mélange d'âge, ce mélange d'expérience de vie, etc., on a vraiment toutes les facettes de l'amour, toutes les façons d'aimer, toutes les manières qu'a la vie de nous faire souffrir ou de nous rendre des choses belles. Et c'est ce que j'ai trouvé beau dans ce livre-là, c'est que Cécile Roll nous décrit le quotidien, mais comme s'il était fabuleux, comme s'il était extraordinaire. Elle met le point sur des choses qu'on ne voit plus, parce que c'est clairement dans notre routine. Mais en plus, le fait d'avoir plusieurs personnages comme ça nous fait comprendre que l'amour n'a pas qu'une seule manière de s'exprimer. Il peut naître, parler un instant puis s'envoler, il peut se casser en 1000 morceaux sans qu'on l'ait vu venir, il peut apparaître alors qu'on l'a pas vu arriver, il peut s'ancrer aussi profondément que nos habitudes de vie dans notre peau. Bref, il a plusieurs manières de s'exprimer et je trouve que dans une société où quand on parle de romance, on a vraiment un schéma bien défini. On dit souvent les romans c'est tout le temps la même chose, il y a plein de clichés, etc. Je trouve que c'est vraiment ingénieux et c'est très très original d'avoir toute cette façon d'aimer et de montrer vraiment au lecteur que l'amour n'a pas qu'une facette. Et j'ai trouvé ça assez chouette d'avoir un ouvrage qui nous montre que l'amour a plusieurs langages et que non, il n'est pas forcément tout rose. Voilà donc mes petits readers pour les lectures du mois de novembre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a l'une ou l'autre qui vous a plu ou que vous avez lu, que vous avez détesté, que vous avez apprécié. Parce que moi ça me fascine toujours de voir comment un même texte peut être pris de différentes manières. Vous pouvez aussi vous abonner juste en dessous en n'oubliant pas la petite cloche, on n'est pas beaucoup pour l'instant. Mais lentement mais sûrement, on est de plus en plus nombreux à parler bouquins tous ensemble, donc je trouve ça assez chouette. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que je sais bien qu'une
une vidéo bilan à la fin du mois, ça plaît pas tout le temps ni à tout le monde. Et de mon côté, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.